Binge Audio. Correspondante en Chine, mission presque impossible, deuxième partie. À partir de la fin de l'année 2019, l'irruption dans nos vies à toutes et tous d'un virus encore inconnu va tout chambouler. À commencer par l'emploi du temps des journalistes installés en Chine, dont fait partie Justine Jankowski, la correspondante de TF1 à Pékin. Je me rappelle très bien de mon premier plateau sur le sujet. J'étais à Hong Kong parce que je tournais un truc qui n'avait rien à voir. Et Arnaud m'appelle et me dit apparemment il y a des cas de pneumonie vers Wuhan. Donc fais un plateau, je crois, pour France Info. Donc j'étais dans la rue à Hong Kong, je me place, on installe la caméra et donc je fais ce plateau en disant un mystérieux cas de pneumonie à Wuhan. À l'époque, on disait pneumonie. C'est un virus qui risque bien de gâcher les fêtes à quelques jours seulement du Nouvel An chinois, le 25 janvier prochain, où l'on attend la plus grande transhumance au monde. Ce sont 450 millions de Chinois qui vont voyager à travers tout le pays pour rentrer chez eux dans les trains, les bus, les avions. Ça augmente forcément le risque de contagion, mais les autorités chinoises se veulent rassurantes. Je rentre à Pékin et là le truc explose quoi. À Wuhan, on commence à parler de Covid, de SARS-2 en fait, parce que la Chine avait déjà connu une contamination similaire en 2002. Mais je me rappelle que Arnaud et Gaël Caron, donc son JRI, ils sont partis très vite à Wuhan, je crois le 19 janvier, un truc comme ça, début janvier. En fait, juste avant que ça ferme, la veille. Et eux donc sont restés délibérément en fait à Wuhan. Ils auraient pu partir parce qu'il y a des journalistes qui sont restés une semaine et qui ont ensuite été rapatriés en France, puis en Chine. Mais eux ont décidé de rester pour couvrir toute la crise Covid de Wuhan. Et moi donc j'étais à Pékin et je faisais les à côté quoi. Et je me rappelle d'un Pékin vide en fait. Tout était vide. Il y avait plus un bruit dans la ville. Et les gens avaient peur parce qu'on savait pas, après je pense comme en France, mais on savait pas ce que c'était, on savait pas trop comment s'en prémunir. Même au début, on portait pas tant de masques que ça. Après, il y a eu une pénurie de masques dans toutes les pharmacies. Voilà, donc je faisais des sujets comme ça sur des gens qui fournissaient des masques. J'avais fait un entrepôt de masques qui expédiait à l'international. Sur les lignes de production chinoises, 80% des masques vendus sur le globe. Et la cadence s'accélère. Car en pleine crise sanitaire, ce carré de polypropylène est le nouvel or blanc que le monde s'arrache. À Pékin, cette entreprise d'export de matériel médical croule sous les demandes. Elle vend en ce moment 30% de sa marchandise à la France. En moyenne, ils demandent 21 millions de masques à chaque fois. Mais parfois, il y a des commandes urgentes, comme le 14 avril, 6 millions de pièces. Donc c'était assez flou. En plus c'était l'hiver, il faisait froid, c'était pollué, un peu une ambiance fin du monde quoi à Pékin. Et donc je me rappelle qu'on avait fait plein de sujets. Et en fait j'étais un peu énervée à l'époque de la panique en France quand le Covid est arrivé en France, parce que je me disais mais on les a prévenus quoi. Je me disais mais on fait un sujet par jour sur le potentiel contaminant en fait du Covid. Bon après c'était noyé évidemment dans plein d'autres sujets d'Actu France, donc je comprends que les Français soient pas plus préparés que ça, mais voilà, nous ça faisait déjà 2 mois qu'on était dedans quoi, et on voyait le côté dystopique en plus du truc à Wuhan, où vraiment la ville était shut down, la ville était morte. Et à Pékin c'était pas un confinement comme en France. Mais bon, de fait, tout le monde télétravaillait, les magasins étaient fermés, tout était fermé, donc on n'avait rien à faire dans les rues, donc on sortait pas, quoi. Je trouve que dans la crise Covid, la Chine a vraiment démontré toute la puissance de son système. C'est-à-dire que très vite, des process, des protocoles se sont mis en place très vite au niveau local, régional, national. Rien n'échappait au contrôle, en fait. Donc moi, par exemple, j'habite dans ce qu'on appelle un compound, une résidence avec plusieurs immeubles, pas des immeubles d'expat, c'est un petit quartier comme ça dans le centre de Pékin. Et donc à l'époque, il y avait plusieurs entrées. Donc ils ont très vite bouclé les entrées. Donc il y en a une qu'ils ont fermée définitivement. 2 ans et demi après, elle n'est toujours pas rouverte. Et donc il y a l'entrée principale où ils ont mis des responsables de quartier. Donc on les reconnaît parce qu'ils ont leur brassard rouge. Souvent ce sont des bénévoles d'ailleurs, ils sont pas payés. Ils ont installé la tente, ils ont mis des barrières et ils nous ont distribué une carte de résident. Et donc, quiconque n'avait pas cette carte ne pouvait pas rentrer. Donc ça, c'était en gros la première étape où on s'est dit, beaucoup de barrières quand même.
Donc on pouvait quand même circuler, sortir, rentrer, mais voilà, les kwaidi, donc les livreurs, ne pouvaient plus rentrer et venir déposer nos colis devant nos portes comme avant, et il fallait descendre à la grille, et sur le ticket, il y avait écrit donc la température du livreur et la température du préparateur de commande de la nourriture, quoi. Donc vraiment, rien n'est laissé au hasard, quoi. Et je me rappelle que donc pour un sujet justement, on avait essayé de rentrer avec ma fixeuse. Pour montrer en fait ce qui se passait, quoi. Et donc impossible pour elle de rentrer parce qu'elle n'était pas du quartier. À Pékin, une nouvelle journée de confinement commence. Pour les 21 millions d'habitants, les sorties sont rares. Pour endiguer l'épidémie, le contrôle sanitaire est partout. Le gouvernement a aussi développé une application qui géolocalise les malades. Regardez, ici, pas très loin de moi, à 858 mètres, il y a un cas contaminé. La ville est quadrillée, les déplacements surveillés. À l'entrée de chez moi, comme partout, je dois maintenant montrer ma carte de résidente à ces bénévoles du parti. Ma traductrice n'habite pas ici. Tu peux pas rentrer ? Non. Elle n'ira pas plus loin et nous sommes rappelés à l'heure. Rien que là, vous êtes trop près les unes des autres. Vous devriez avoir 1 mètre d'écart. Et portez votre masque. Mais c'est marrant parce qu'aujourd'hui encore, donc il y a eu des périodes, où ils ont enlevé les barrières, remis les barrières. Là, ils ont remis les barrières à Pékin parce que y a une dizaine de cas par jour, donc la situation est très grave. Donc ils ont remis les barrières, ils nous ont redistribué les cartes. Et donc là, par exemple, j'ai je pense, vue de France, c'est assez drôle. Je suis partie en Thaïlande et j'ai hébergé un ami une nuit. Il a passé une nuit chez moi, il avait besoin d'un logement, il passe une nuit chez moi. Donc il arrive avec ses valises, il rentre dans ma résidence. Et là, je reçois un message sur WeChat de mon Jiwei Hui, donc le responsable de mon quartier, qui me dit « Qui est l'homme dans votre chambre ?» Donc c'est une mauvaise traduction, mais je pense que c'était « Qui est l'homme dans votre appartement ?» Je me dis « Mais enfin, cela relève de mon intimité. » Non, il n'y a pas d'intimité à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai dit « C'est un ami que j'héberge. » Mais pourquoi ne répondre, en fait ? Je pourrais ne même pas répondre, mais elle m'appellerait 40 fois. Donc je réponds, je dis « C'est un ami qui dort une nuit chez moi. » Et elle me dit nom, prénom, numéro de passeport, dernier test Covid. Toutes ces infos personnelles sont Health Kit, donc le code de santé chinois, pour parce qu'elle l'a vu rentrer dans mon appartement. Je me rappelle qu'en 2020, il y avait ça, on n'avait pas le droit d'inviter des gens chez nous, même pour une soirée, parce que de toute façon, ils contrôlaient tout. Donc ce qu'on faisait, moi j'avais une carte en plus, celle de ma AI, donc ma femme de ménage, c'est qu'on sortait. On allait au coin de la rue, on donnait la carte à notre ami, on re-rentrait tranquillement, et lui, 5 minutes après, rentrait. Et ça a marché un temps, mais au bout de 2-3 semaines, ils ont compris l'embrouille et on n'a plus pu le faire. En fait, dès qu'il y a un cas dans une province ou dans une ville, on ne peut pas y aller. Et comme on a besoin, en fait, de se déclarer auprès des autorités locales pour venir tourner, et c'est eux qui bloquent, en fait. C'est eux qui nous disent « Ah mais non, mais pour votre sécurité, pour votre santé, vous ne pouvez pas venir parce que y a 1 cas, 12 cas dans la ville. » Donc nous, on leur dit « Ne vous inquiétez pas, nous sommes vaccinés, nous portons des masques. » Mais ça ne les convainc pas, en général. Donc ça retarde plein de tournages. Ou par exemple, là, en ce moment, comme il y a des cas à Pékin, et notamment dans mon district, qui fait la taille de Paris, on ne peut pas voyager dans une autre province sans faire 2 semaines de quarantaine à l'arrivée. Parce qu'on vient d'une ville où il y a des cas, donc c'est 2 semaines de quarantaine. À quelques exceptions près, là ça commence un peu à se débloquer. Mais donc forcément, on veut aller dans le Yunnan, non, vous venez de Pékin, 2 semaines de quarantaine. On veut aller dans le Guangxi, vous venez de Pékin, 2 semaines de quarantaine. Et financièrement, évidemment, en termes de temps, on peut pas passer 2 semaines à l'hôtel pour un sujet qu'on va tourner en 1 journée et demie. Donc ça nous met des bâtons dans les roues dans ce sens-là, en fait. Et c'est même plus tant, même si on prévient pas les autorités qu'on vient filmer, aéroport, boum, quoi. On atterrit, c'est le vol qui arrive de Pékin, tous dans cette salle, et puis tout le monde dans cet hôtel désigné, quoi. Et on ne peut pas en réchapper, en fait. On ne peut pas contourner le système, comme dans d'autres pays plus libertaires. Parce que tout est traqué, quoi. Par exemple, Marine, ma collègue, qui est arrivée en Chine là, fin mars, à un moment, elle perd son Health Kit, donc son code de santé, elle n'arrive plus à l'avoir. Et sans le code de santé, tu peux aller nulle part. Et donc on l'appelle, elle reçoit un appel inconnu qui lui dit « Vous êtes allé à Ikea il y a quelques jours. Or, il y a 2 semaines à Ikea, il y avait un cas. Donc il va falloir faire un round de tests, de 3 tests. » Mais le fait est qu'elle n'avait pas scanné le QR code à Ikea.
Donc on s'est dit, mais comment ils ont su qu'elle y était allée ? Et en fait, en Chine, on paye tout par WeChat, on paye tout avec des QR codes. Donc la déduction qu'on a faite, c'est que ils l'ont traquée avec ses données mobiles à cause de son paiement. Et en fait, c'est des choses qu'on sait, mais quand on le voit très concrètement, on se dit « Waouh !» Là, à Pékin, il y a eu un quartier confiné. Le problème, c'est qu'en fait, dès qu'on va dans ces quartiers, il faut qu'on soit en mode avion ou qu'on retire notre puce parce qu'en fait, comme on est traqué, après, on est flagué parce qu'on a été dans ce quartier-là. Donc ça, c'est la première précaution. Mais là, justement, avec ma collègue Marine, on y est allé il y a pas longtemps. Donc on s'approche de ce quartier et en fait, on était en scooter. Donc je conduisais, elle était derrière, elle filmait, elle faisait des travelling, notamment d'un immeuble qui était confiné. Donc on voyait des barrières, ce qu'on appelle des dabai, donc les hommes en combinaison. Et à un moment, on filme un plan de rue, et notamment un échange entre un homme qui est derrière la grille et qui donne, je sais pas, un sac de poulet à quelqu'un qui est enfermé à l'intérieur. Et je m'apprête à redémarrer quand cet homme arrive en furie face à moi, il me bloque la route et il commence à me hurler dessus en me disant « Filmez pas ça, vous êtes en train de me filmer ». Bref, et il nous embrouille, quoi, et il nous laisse pas partir. Donc, au bout d'un moment, on lui montre les images, on lui montre qu'on ne l'a pas filmé. On filmait juste un plan de rue général, on lui montre qu'on ne l'a pas filmé, mais en fait, ça ne le convainc pas. Et il nous empêche quand même de repartir. J'esquisse un geste pour tourner la clé dans le contact de mon scout. Et là, il me prend le poignet, il me tord le poignet à tel point que ma clé ressort tordue, quoi. Et il me saisit les bras comme ça, assez violemment et tout, et vraiment nous empêche tout simplement de partir alors qu'on venait de lui montrer qu'on ne l'avait pas filmé. Donc là, évidemment, la police arrive et commence à nous poser 1 milliard de questions. Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous filmez ? Vous êtes de quelle télé ? 你们有那个采访那个许可证吗？这是什么？你不懂我的意思。我们不是采访的，我们就拍视频。你们为什么拍这视频？有什么关？ 这是目的。 Je leur dis, mais cet homme nous a agressés. Moi, je veux bien donner mes documents d'identité, mais demandez-lui à lui également. Donc, ils l'ont fait. Ils ont réparé ma clé sur le trottoir, et ça a duré 3 heures, quoi. 我们没有采访人，我们还没开始拍视频，还没开始。 Et c'était, carte de presse, quel média, machin. Pourquoi vous êtes venu filmer là ? Donc, on dit, c'est un immeuble confiné, donc on vient le filmer. Parce qu'on fait un sujet sur le Covid. Oui, mais c'est dangereux pour votre sécurité. Classique. Et ensuite, c'est... oui, mais il faut demander l'autorisation des responsables du quartier avant de venir filmer dans la rue. Donc je dis à l'homme, à quoi ça sert que vous nous donniez des cartes de presse si on doit demander une autorisation à chaque fois qu'on sort du bureau, finalement ? Pas vraiment de réponse. Et puis on peut demander une autorisation qu'on aura peut-être dans 4 jours, quand la résidence sera débloquée. Enfin évidemment qu'on va pas faire ça, quoi. Donc ça dure 3 heures parce que du coup le supérieur hiérarchique est appelé, il faut qu'il vienne. Ensuite l'autre supérieur va lui aussi prendre 52 photos de mon passeport, de ma carte de presse, et moi j'appelle mon handler du ministère 1 fois, 2 fois, 3 fois pour lui expliquer ce qui se passe, pour qu'il leur parle et qu'il leur dise laissez-la partir. Et j'arrêtais pas de leur dire, mais en fait, nous, on a du travail, on a un sujet à monter, donc c'est pas grave, laissez tomber, laissez-nous partir, quoi. Et c'était... et en fait, le focus s'est très vite fait sur nous, en fait, sur qu'est-ce qu'on filmait, pourquoi on était là, alors que c'est pas très clair, en fait. Est-ce qu'on a le droit de filmer une rue ou pas ? Normalement, moi, c'est pour ça que j'appelle mon handler, parce que je lui demande, est-ce que c'est interdit de filmer dans la rue ? Donc il me dit non. Pouvez-vous lui dire, en fait ? Mais apparemment, là, il fallait une autorisation. Et là, donc, il y a une nouvelle règle, pareil, où on ne peut plus filmer les files d'attente de tests Covid. Parce que quand même, l'illustration principale de la politique zéro Covid en Chine, c'est les résidents de manière générale qui font la queue pendant des heures pour se faire tester. À Pékin, par exemple, là, c'est test obligatoire toutes les 48 heures. Test PCR. Pour tout le monde, ouais. En tout cas, pour tout le quartier de Chaoyang. Et donc, il faut le montrer, tu vas dans un 7-Eleven, tu vas dans un supermarché, tu montres ton test, il regarde la date, et s'il a plus de 48 heures, tu le rends. Et donc ça, voilà, apparemment, on n'a plus le droit de le filmer, quoi. C'est pas écrit noir sur blanc, quoi. On nous fait passer le mot que désormais c'est interdit. Mais de toute façon, même quand il n'y avait pas d'interdiction officielle, moi, à chaque fois que je filme une file d'attente, je fais un décompte dans ma tête. Je sais que, voilà, il y a un chrono
qui se met en place. En général, c'est entre 30 secondes et 1 minute 30. Entre ceux déjà dans la file qui se cachent avec leurs mains pour pas être filmés, et les dabai, donc ces hommes en blanc qui très vite arrivent en nous disant « Vous ne pouvez pas filmer ça pour votre sécurité, pour la sécurité de tout le monde. » J'ai eu aussi droit à vous attirer les foules une fois. Donc la file d'attente, il y avait 300 personnes. Hein. Mais voilà, la raison pour laquelle moi je n'avais pas le droit de filmer, c'est que j'attirais les foules. Donc ouais, en général, faut être très rapide dans les cadres et tout parce que au bout d'1 minute, on a plus le droit de filmer quoi. 你好。这块不让拍照啊！这不让。为什么不让啊？因为这是核酸的地方，这是。我知道，那我戴口罩有什么事啊？因为这个我们这块看意见就是这块不是做核酸的嘛，然后有规定这块是不可以咱们拍照的啊。No。为什么不可以？不可以。为什么？不可以。为什么 ？No。为什么？不可以。为什么？不能照。为什么不能照？我们这有要求，不能照相。Il y a un élément paradoxal, c'est la manière dont le fait de vivre dans un pays comme ça, non seulement change ta pratique de journaliste, mais aussi change ta manière de percevoir les choses et même ta manière de vivre, parce que on vit dans ce pays-là, mine de rien, et donc ça fait maintenant 5 ans que toi tu es résidente de ce pays-là. De quelle manière ça t'a, toi, transformé, cette expérience ? Je prends plus de précautions, en fait. Par exemple, là, j'étais en Thaïlande et à un moment, j'ai un break, donc je veux aller me baigner. Et donc, je commence à rentrer dans la mer et j'entends des gens crier derrière moi. Et en fait, je me retourne tout de suite en me disant, inconsciemment, quelqu'un est en train de me dire que je n'ai pas le droit de me baigner là. Et non, en fait, c'était juste des Thaïlandais qui criaient. Et en fait, je me rends compte que j'ai l'impression que j'attends tout le temps qu'on m'empêche de faire quelque chose, que quelqu'un va arriver pour me dire non, ça tu ne peux pas. Bon, après ça se perd très vite, hein, mais c'est un truc qui m'a surprise moi-même. Et après, pour le côté, ça change ma perspective. En fait, on se demande si c'est nous qui détenons la vérité absolue. Enfin, pourquoi ce serait nous ? Pourquoi nous, notre système, il est mieux que le leur ? Pourquoi une démocratie, c'est mieux qu'une dictature ? Bon, et moi, je connais la réponse. Évidemment, je préfère vivre en démocratie, mais... En fait, il y a tellement de gens en Chine qui disent « Bah oui, mais on est un pays si grand et si divers qu'on a besoin de ça pour assurer la sécurité et la cohésion du pays. » Il y a plein de Chinois qui nous disent « Moi, je préfère être en sécurité plutôt qu'être en liberté. Et si je dois donner mes données, être surveillé, eh ben je m'en fous parce que regardez, je peux sortir dans la rue à 3h du matin sans me faire agresser, je peux prendre un taxi sans avoir peur du chauffeur, je peux circuler n'importe où par exemple, et c'est vrai, en tant que femme en Chine, on s'en rend compte, et donc qui en fait ne réfléchissent pas forcément en même termes que nous, donc forcément ça questionne. En 5 ans on se dit bah ouais, c'est quand même agréable de rentrer en short à 3h du mat chez soi à pied, quoi. Ce qui sous-entend évidemment qu'il y a des caméras partout dans la rue et que toute la Chine me voit rentrer en short. Donc on se questionne vachement sur ça. Et puis aussi moi, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'avais l'impression que les Français étaient hyper impertinents, notamment les médias français. Par exemple, là, pendant les élections, je voyais les couves des médias sur Macron et je me disais mais faut pas critiquer le président comme ça quand même. En fait, ça me choquait. Je me disais, c'est fou, mais est-ce qu'il va y avoir des réprimandes tu vois, alors que je m'étais jamais dit ça en France, et je trouve ça super, la liberté d'expression des médias, la liberté médiatique. Et donc je m'auto-raisonne et je me dis, mais enfin Justine, tu vrilles complètement, quoi. Mais c'est vrai que je vois les couves et je me dis, quand même... il y a si peu de respect pour l'autorité, ça va pas, quoi. Donc ouais, en ça, je me rends compte que forcément, ça m'influence, quoi, au quotidien. Cinq ans, c'est pas rien. Et puis en plus, nous, dans notre métier, on parle souvent aux Chinois, en fait. Je pense qu'il y a des postes d'expatriés où, voilà, t'es qu'avec d'autres expatriés. Donc, et d'ailleurs, j'ai des amis en Chine qui ont des métiers qui sont pas confrontés à ce système de surveillance-là, ou en tout cas beaucoup moins, et qui me disent, bah, c'est super, la Chine, je peux faire plein de trucs. Un exemple vraiment qui moi, me sidère, c'est les expatriés français de Shanghai.
en fait, quand le lockdown a commencé à Shanghai, on a tenté d'en joindre plein pour les interviewer, pour avoir un témoignage par Skype en tout cas. Et en fait, donc, je poste dans des groupes de 500 personnes, 500 expatriés français à Shanghai, en disant bonjour, voilà, je suis correspondante pour TF1. Si quelqu'un a envie de témoigner, n'hésitez pas à m'ajouter en privé. Et je me prends des trolls au visage, mais c'est... si tu veux, je peux te lire les messages. C'est un truc, mais... Veuillez arrêter d'inquiéter nos familles en France qui se font déjà suffisamment de mourons pour nous voilà, en transmettant ces informations sur la situation dramatique à Shanghai, vous les inquiétez. Enfin, c'est pas moi qui fais la politique du pays, quoi. Enfin, Donc il y a ça, il y a vous êtes anti-Chine très souvent. Les médias français sont anti-Chine. Vous comprenez pas la Chine, vous ne faites que la critiquer. Donc ils nous accusent quoi de faire du China bashing, quoi. Bon, ou alors c'est mais pourquoi vous parlez pas des choses qui vont bien en Chine? Mais il y a plein de choses qui vont bien en Chine et on en parle. Moi, je fais plein de sujets voyage découverte, hein, mais bon, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est un confinement d'une ville de plus de 20 millions d'habitants. Donc, c'est quand même intéressant d'en parler, quoi. Je pense, a priori. Après, c'est une minorité, évidemment, c'est une minorité de trolls sur 500 personnes, et c'est aussi une grande part de Français qui n'osent pas nous parler, qui travaillent pour une entreprise chinoise, par exemple, et qui ont peur des répercussions, ou bien c'est mon mari travaille pour telle filiale d'un groupe français et j'ai pas envie qu'il ait de problème, donc est-ce que vous pouvez me flouter ? Bon, voilà, on va pas vous flouter pour un témoignage de comment vous vivez reclus dans votre appartement depuis 4 jours. Enfin, c'est pas justifié pour nous. Mais ce qui n'est pas un sujet sensible en France devient un sujet sensible en Chine, en fait, un témoignage sensible, parce que la moindre critique leur fait peur. Et j'avais interviewé notamment un Français qui avait été envoyé en centre de quarantaine, un jeune Français, voilà, qui avait été testé positif à Shanghai. Ensuite, c'est Zou, tu fais ta valise, on t'emmène en centre de quarantaine, tu ne sais pas pour combien de temps. Tu arrives, il n'y a pas de douche, il y a 3 toilettes pour je ne sais pas combien de personnes. Ils éteignent pas la lumière la nuit, donc c'est full lumière toute la nuit. T'as 3 repas par jour en mode plateau repas, machin. C'est les conditions d'hygiène sont déplorables. Et même lui, en interview, face caméra, avait beaucoup de mal, en fait, à nous dire c'est dur, quoi. Je comprends pas ce que je fous là. Enfin, bon, ou tout ce qu'il aurait pu nous dire. Mais on sentait même lui, s'auto-censurait un peu en nous disant oui, bon, voilà, c'est un peu dur. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Je respecte pour les raisons pour lesquelles ils font ça, mais voilà, individuellement, bon, j'ai pas trop dormi cette nuit. Alors que lui-même n'est pas citoyen chinois, il est français. Et donc ça, je pense que c'est le truc qui me questionne le plus. Ça fait 2 ans et demi que j'étais pas sortie de Chine, ouais. Et là, en fait, le fait d'être sortie, je me rends compte à quel point on vit dans une bulle là-bas. Et là, le fait de sortir et de prendre du recul, je me dis, mais c'est fou, en fait. Enfin, pourquoi on accepte ça? Donc, je pense, là, voilà, finir mon contrat, pas forcément renouvelé, en tout cas pas dans ces conditions. Un communiqué vient de sortir disant que la politique zéro Covid allait durer encore 5 ans, parce que la Chine fonctionne en plan quinquennal. Donc voilà, 5 ans de politique comme ça, où on ne peut pas bouger un orteil de Pékin à moins de faire une quarantaine, c'est pas tenable humainement. Merci à Justine Jankowski pour son témoignage. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et Charlotte Beck. C'est réalisé par Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.